property management, c'est de la gestion d'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, c'est quoi ? C'est du bureau, c'est la logistique, c'est des locaux d'activité, c'est des commerces. Faut les gérer. Donc, il faut les gérer d'un point de vue financier, appeler les avis de loyer, faire le recouvrement, d'un point de vue technique, gérer le quotidien au niveau des problèmes qu'on peut avoir, gérer aussi l'avenir avec les CAPEX, les futurs travaux valorisant ces actifs-là. On appelle ça des actifs. Et puis, c'est aussi le juridique, donc gérer du contentieux, gérer les baux commerciaux. Donc voilà, ça c'est le métier du property management. Tu te découvres en entrepreneur en devenant entrepreneur. Tu découvres la passion de développer, même si tu l'as, en développant. Tu découvres de faire confiance à l'homme en faisant confiance à l'homme. On est parti avec un copain en novembre 98 avec un sac à dos de 20 kilos, sans logement, sans travail, et on voulait pas d'aide des parents. Et on a passé les 2 premières nuits avec des clochards. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable, avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Ce podcast est sponsorisé par Ici Lundi, les bureaux les plus cool de Nantes. Ils ont même un studio de podcast au top. Rien à dire de plus tellement c'est dingue. Allez voir sur icilundi.fr pour découvrir leur offre. Merci et bonne écoute. C'est parti. Salut Karl. Salut Maxime. Ça va ? Ça va nickel. Merci de venir ici dans notre podcast. Avec plaisir. D'avoir répondu positivement à notre invitation. On va parler de plein de choses. On va parler de ta vie personnelle, ta vie pro, aussi tes débuts, parce que tu n'as pas monté ta boîte tout de suite. Non. Avant de parler de tout ça, je voudrais déjà que tu te présentes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Qui es-tu, Karl ? Donc Karl Brichtot, j'ai 50 ans déjà depuis 2 jours. Je travaille dans l'immobilier depuis 25 ans. Je suis angevin d'origine et j'habite Angers, à côté. Papa de 2 enfants, en couple, équilibré, sportif, voilà, tout va bien. Tu fais quel genre de sport ? La course à pied et du vélo. Ok, tu cours beaucoup. J'ai couru beaucoup plus que je ne le fais aujourd'hui. Ok, ça marche. Mais ouais, marathonien. Ok, et tu habites Angers ? J'habite Angers, ouais. Alors que tes bureaux sont à Nantes, si je dis pas de bêtises. Exactement, mais ça fait partie, c'est marrant que tu insistes, enfin, tu entames là-dessus. La vie personnelle est au-dessus de la vie entrepreneuriale, et il y a 8 ans, 9 ans, il y a eu un choix avec ma compagne. Soit on privilégiait la vie de nos enfants sur Angers, où c'est un peu plus calme, on va dire. Elle travaille sur Angers avec son papa, ou alors on avait le choix de venir sur Nantes. Et on s'est dit, quitte à lancer l'entreprise Solaris sur Nantes, on prend quand même le choix, même si ça peut être chronophage, de privilégier la vie familiale, et on va rester sur Angers pour garder cet équilibre-là. Canon. Angers, ville la plus agréable de France, il n'y a pas des classements comme ça Exactement, ouais, c'est assez régulier. C'est vraiment une belle ville. Alors moi, c'est une ville on est en périphérie d'Angers, dans Beaucouzé pour être précis, mais c'est une ville très très attractive, qui commence à avoir aussi les problématiques liées à l'attractivité. Après, c'est très étudiant, il y a un vrai vivier et assez moderne, avec tout ce qui est transport en commun, ville connectée, et c'est assez agréable, c'est vrai. Et toi, tu fais la route, du coup, ou tu es souvent à Paris ? Donc, je suis à peu près une journée par semaine à Nantes, 1 à 2 journées, et le reste du temps, 1 à 2 journées par semaine sur Paris, ou alors dans les agences du groupe, effectivement. Je fais la route, sinon, alors au début, l'agence n'était qu'à Nantes, c'était la route tous les jours, c'était 50 à 60 000 km par an, en plus de la création d'entreprise. C'est que je dis souvent, moi je suis matinal, mais c'est départ à 6h30 le matin, 7h15, 7h20, je suis au bureau.
Et le soir, j'essaye de partir à 18h maxi pour être présent Ok. d'un point de vue familial et sans réouvrir l'ordinateur en arrivant à la maison. Ouais. Ok, des bonnes journées, quoi. Ouais, mais ça va. Je voudrais parler de tes études rapidement. Moi, j'ai regardé ton profil LinkedIn hier, tu vois, pour préparer un peu l'interview. Ouais. J'ai l'impression que c'est d'une fluidité totale, dans le sens où tu étais déjà dans l'immobilier dans tes études, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Je veux dire, est-ce qu'au lycée, déjà, tu disais, moi, je veux bosser dans l'immobilier, je vais faire ça? Il y a une anecdote assez sympa. C'est que comme beaucoup de garçons, moi, j'avais pas forcément la grande maturité quand j'étais au lycée. Néanmoins, en terminale, je faisais une terminale technique dans la climatisation, mais sans aucun intérêt. Je suis pas du technique. Hein. Et il y a eu une porte ouverte d'une école qui s'appelle aujourd'hui l'ISTIA, Polytech Angers, pardon, je cherchais le nom, Polytech Angers. Des étudiants sont venus présenter leur formation, et notamment liée à la gestion immobilière. Ok. Et tout de suite, j'ai eu un attrait très très fort pour ce qu'ils nous présentaient. Je me suis renseigné, j'ai passé mon bac, j'ai déposé un dossier. À l'époque, je faisais énormément de vélo. J'en reviendrai tout à l'heure si on a l'occasion d'en parler. Donc, au niveau des études, ça allait, mais pour rentrer dans cette école-là, les notes n'étaient pas assez élevées. Et j'ai fait le choix, dès mes 18 ans, là, de redoubler. J'ai passé le bac, j'ai eu le bac. J'ai demandé à redoubler. J'étais accepté dans d'autres écoles. Je voulais absolument faire celle-ci. Et donc, j'ai refait une terminale avec l'objectif de déposer, d'être pris dans cette école à cette époque-là. Donc, et j'ai refait une terminale en étant extrêmement motivé, mais vraiment en travaillant pour être pris dans cette école-là. Donc, la révélation, elle est venue sur une simple présentation. Ouais, c'est ça, le déclic, c'est des étudiants qui viennent... Exactement. Et pour la petite histoire, il y a 8-9 ans, j'ai rencontré dans un train quelqu'un qui m'a reconnu, plus jeune que moi, et qui est aujourd'hui dans le métier du property management, comme je le suis, et qui était de la région, qui était d'Angers, et qui m'a dit si je suis dans le métier, c'est grâce à vous. Il me dit t'étais venu présenter ta formation au même lycée que j'avais fait. Donc j'étais venu, 8 ou 9 ans après. Et ça m'a fait, alors c'est de la vanité, hein, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Parce qu'il a vécu le même parcours que moi, puis j'avais su transmettre en fait. La boucle était bouclée. Quoi. Ouais, la boucle était bouclée, ouais. Ok, incroyable. Donc tu redoubles une terminale. Donc c'est quand même une forme de maturité, quand même, je trouve, de redoubler consciemment alors que tu avais le bac et que tu aurais pu aller à la fac ou n'importe où. C'est vrai, ouais. Peut-être. Tu refais une terminale et tu rentres du coup dans cette école, c'est ça? Ouais. Ouais. Qui est dédié à la formation. Alors à l'époque, ça n'existe plus. C'était un BTS universitaire, on appelait ça un DOST, dédié à la gestion immobilière, donc professionnelle. Donc tu fais un peu de droit, tu fais du financier, du technique, et c'est avoir une approche globale de tous ces aspects de la gestion immobilière professionnelle. Okay. Avec du stage, et c'est ce que je voulais aussi, avec 3 ou 4 mois de stage tous les ans. Donc c'était hyper formateur, tu arrives sur le marché du travail, tu es prêt à bosser en fait. Et tu avais du monde dans ta famille qui venait de ce monde-là Non, du tout. Moi, je viens d'un milieu du fin fond de la campagne. Enfin, je suis très très fier. J'ai toujours mes copains d'enfance depuis toujours. Donc, on n'a rien à se prouver les uns aux autres. Et je viens d'un milieu où mes parents, une maman agent de voyage, un père chauffeur routier, pas du tout dans l'immobilier. Donc voilà. Après. Mon mentor, moi, ça a été le cyclisme. En fait, ça a été ce qui m'a apporté de la confiance. Mes équipes connaissent l'histoire, mais c'est toujours assez intéressant de savoir comment la confiance peut t'amener à faire des choses dans la vie que tu n'imagines pas au début ou alors que ton entourage ne t'invite pas à faire. Et le vélo t'a amené à ça, c'est ça l'idée ? Le vélo m'a amené à ça. En fait, j'ai dû commencer le vélo à 14 ans. De 14 ans à 17 ans, dans le vélo, vous êtes classé. C'est-à-dire que si vous êtes dans les 15 premiers, vous êtes classé. Donc, de 14 ans à 17 ans, j'étais toujours toutes les courses classées. Jamais vainqueur.
toujours classé. Et à 17 ans, à la fin de l'année de mes 17 ans, je change de club. Et donc, je suis recruté par un club à Cholet pour devenir capitaine de l'équipe junior qui souhaitait monter. Voilà. Et là, j'ai un coach qui me dit, donc en fin de saison 2017, avant de signer dans ce club-là, il avait commencé à s'occuper de moi. Il m'a dit, écoute, Karl, tu as toujours une bonne raison de ne pas gagner. Tu as toujours des excuses. Jamais tu prends de risques. Et donc, à t'écouter, tu n'es jamais le responsable de ta place. Et donc, il m'a dit, prends des risques. Et au moins, tu n'auras aucun remords d'avoir tenté, essayé. Mais si tu n'essayes pas, tu risques pas de gagner. Et ce mantra m'a suivi toute ma vie. La course d'après, je le dis souvent, la course d'après ou la première course de la saison 2000, la première course, pardon, je refais. La saison d'après, à la première course, je me suis retrouvé à attaquer dès le début. J'ai passé 80 km échappé devant avec un autre gars. En fait, j'ai senti cette odeur de la victoire que je n'avais jamais sentie auparavant. On s'est fait reprendre. Je n'ai pas fait de place. Ok. Mais j'ai eu une espèce de confiance assez forte. Et ensuite, j'ai eu mes premières victoires. Je suis devenu champion de Maine-et-Loire et ainsi de suite. Et j'ai acquis une confiance grâce à ça. Alors, il fallait garder toute humilité, bien entendu, mais on vous regarde différemment, alors que vous n'avez rien fait de particulier. Vous avez une confiance en vous qui vous permet d'oser, en fait. Quelque part, rien n'est impossible. Ouais. Et c'est ce qui m'a suivi. Et la petite histoire, c'est que lorsque je commence, j'y reviendrai, mais lorsque je commence à travailler, j'ai commencé ma carrière à Nantes. Le patron de l'entreprise nantaise qui m'a embauché, une boîte d'une 50aine de salariés, m'a dit « Je ne vous embauche pas pour votre CV. Je vous embauche pour votre CV sportif. » Donc j'étais en coureur au niveau national, enfin bref. Et donc, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui a du tempérament, une personnalité. Ma directrice générale ne voulait pas de vous. Votre futur responsable de service ne voulait pas de vous. Mais moi, je vous embauche sur votre CV et à vous de me prouver que je ne me suis pas trompé. Magnifique. Ouais, donc et c'est super, ça, cette approche anglo-saxonne, un peu de faire confiance à l'homme, à la personnalité, plus qu'au diplôme. Ouais. Et je crois profondément à cela. C'est marrant ce sujet parce que moi, je ne l'ai pas eu, mais par rapport à Enercool, les deux commerciaux, donc mon associé François et puis Louis, c'est des mecs qui courent beaucoup. Ils ne font pas de vélo, mais ils courent énormément. François, là, il revient d'un trail en Italie, il vient de faire 75 bornes, il a fini 60e. Il y avait Kylian Jornet sur la course. Enfin, oui. Tu vois le genre de gars. Très beau niveau, ouais. Et en fait, en termes de commerce, tu le retrouves la même chose de l'agnac, tu vois, de dire pas après pas, ok, lui il a dit non, mais on va en retrouver d'autres et ainsi de suite. Et en fait, maintenant, pour moi aussi, tu vois, c'est un sujet de dire ok, peut-être pas le CV, mais juste des gens qui ont l'agnac. Et c'est vrai que le sport ça cadre, amène ça, quoi, effectivement. Ouais. Donc toi, tu as un truc par rapport à ton coach. Une phrase, c'est resté un ami, hein, mais cette phrase-là, si tu tentes pas, voilà. Et puis s'il y a un échec, c'est pas grave. C'est pas grave, on recommencera, on refera. C'est pas grave en fait. Et je fais ces années-là, je finis mes études. Et pour la petite histoire aussi, je pars avec un de mes meilleurs copains. On part à Londres. Je me dis, avant de commencer à travailler, de me lancer dans la vie active, autant essayer de partir. Voilà, donc je voulais partir en Australie. À l'époque, ils ne délivraient pas de visa de 6 mois. Donc je me suis rabattu sur Londres. On est parti avec un copain en novembre 98 avec un sac à dos de 20 kilos, sans logement, sans travail, et on ne voulait pas d'aide des parents. Les parents n'avaient pas à subvenir, on avait déjà 22, 23 ans. Et donc, on a passé les 2 premières nuits dans Londres. Je peux vous assurer, quand vous ne parlez pas l'anglais, je parle toujours pas l'anglais, et qui fait 5 degrés avec un sac de 20 kilos toute la journée. Et on a passé les 2 premières nuits avec des clochards dans une salle qu'ils ouvraient à 22h, 22h30. On dormait sur des tatamis, vraiment à la dure. Et le 3e jour, comme par hasard, on a trouvé un super logement. On a trouvé un job au pied du Tower Bridge. Et on est resté 6 mois là-bas, en fait. Ah ouais. Et donc sur voilà. Un coup de tête. Enfin, avec un copain, te dire. Un coup de tête, pas forcément. On voulait vivre. Moi, je voulais faire toutes les conneries que je souhaitais faire avant de me lancer dans la vie du travail. Et ça a été une super expérience. Ok, c'est fou ça. Ça me fait penser. Il y a Pascal Chessé qui est venu la semaine dernière enregistrer un podcast. Ouais. Il a une histoire un peu similaire. Il est parti à Hong Kong à 25 ans.
Et un peu pareil, un peu comme ça, il a monté une boîte à Hong Kong. Enfin, il y a des trucs. Et c'est rigolo cette histoire aussi d'aller expérimenter à l'étranger, d'aller voir un peu ce qui se passe. Et comme tu es revenu, toi, au bout de 6 mois, tu t'es dit. Au bout de 6 mois, je me suis dit, faut que je bosse maintenant. Donc, je suis revenu en avril. Tout de suite, je me suis inscrit dans des boîtes d'intérim. Ça aussi, c'est assez. Avant de travailler dans l'immobilier, j'ai envoyé à l'époque une 50aine de CV manuscrits. Je dis bien manuscrits. Enfin, des lettres plutôt manuscrites, sur tout le Grand Ouest, de Caen à Toulouse. J'ai atterri à Nantes. Mais avant cela, pendant 1 mois et demi, j'étais croque-mort. Je faisais des trous dans les cimetières et je polissais de la pierre tombale. Donc j'ai fait ça pendant 1 mois et demi. On me proposait même un CDI à l'issue de ça. C'était un métier assez... Ça doit être très étrange. Ouais. Très étrange. Mais en fait, quand tu as envie de bosser... tu prends ce qui passe. Tu prends, voilà. Et après, j'ai été pendant 6 ans, 7 ans au Crédit Immobilier Familial, le CIF qu'on appelle à Nantes, extrêmement formateur. Et quand je change... pour donner l'aspect familial, mon papa, qui n'est plus là aujourd'hui, m'a dit « Mais Karl, reste dans l'entreprise, pourquoi tu veux bouger ?» et donc, la sécurité un peu des anciens. Voilà. Tu fais 40 ans dans une même boîte et tu as un emploi, garde-le. Et aujourd'hui, quand tu fais 3 ans dans la même boîte, c'est déjà pas mal. Ouais, aujourd'hui, ça bouge beaucoup, c'est clair. Ok, donc tu rentres dans l'immobilier, donc au CIF, là, c'est ça? Ouais. Sur quel poste t'es... Sur un poste, on appelait ça un gestionnaire de patrimoine. Donc c'était le 17 mai 99. Ah, tu te rappelles je me rappelle, j'aime bien les dates. Je me revois garé sur ma voiture, sur le parking devant le CIF, avec mon jean, mon blouson de cuir. Et ça y est, là, je me lance dans la vie active. Je revois tout à fait je vais franchir cette porte-là. Et là, je vais rentrer dans la vie active. Je le savais. Et ça fait une certaine pression. Ouais. Voilà, tu dois te donner pour cette future entreprise, ce futur métier. Et j'avais un poste de gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire c'est là où c'était extrêmement vertueux, formateur de la part de Guy Moreau, qui était le patron à l'époque. C'est-à-dire qu'il te confiait une zone géographique et là-dessus, tu assurais aussi bien la gestion de logements sociaux, la gestion de logements pour le compte d'investisseurs. Tu étais aussi syndic de copropriété, tu pilotais des opérations de réhabilitation lourdes ou des opérations de construction neuve. Ah oui. Donc, à 25 ans, tu connais pas grand-chose ou quasiment rien. Et là, tu n'as pas le choix d'apprendre, de te débrouiller, d'écouter et de suivre les recommandations qu'on te fait, en fait. Ouais, et puis tu es formé directement. Tu es assez rapidement formé, même si on n'est jamais toujours complètement formé par la force des choses, mais extrêmement formateur. Ça marche. Il y a plusieurs métiers dans ce que tu as dit, la gestion. C'est quoi le métier au quotidien? Enfin, c'est quoi? C'est gérer que des problèmes ou non, tu as aussi des... Dans la gestion immobilière, non, quand le téléphone sonne, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, mes collègues, mes collaborateurs, c'est, je sais pas, c'est à mon avis, entre 60 et 100 mails par jour, plus les appels téléphoniques. Par personne? Ouais. Ok. Ouais, c'est un métier chronophage, mais qui est comme ça chez Solaris, qui est comme ça chez nos confrères. C'est le métier qui veut ça. Ok. Donc toi, tu as 25 ans, tu rentres là-dedans et il y a les mails à l'époque? Non, il n'y avait pas les mails. Ça arrivait en 2001. Donc c'est des coups de fil, quoi. Donc, c'est les coups de fil. Ça arrive au 1er janvier 2001. On a eu le droit à accéder gratuitement sur Internet depuis notre poste de travail. Ok. Donc, c'est marrant, tu es ultra précis sur les dates. Tu te souviens des choses, le 1er janvier 2001. C'était révolutionnaire quand même. Ça marche. Donc tu fais ta formation au CIF et ensuite ta formation, tes premières années de carrière. Après, tu passes dans d'autres boîtes? Et après, je passe rapidement dans une entreprise pour faire du syndic de copropriété. Mais je reste que 6 mois. Je savais que c'était temporaire. Je savais que c'est pas ce que je voulais faire. Mais je me cherchais. Et en fait, tu n'es pas entrepreneur. Tu le deviens, mais je ne savais pas ce que je souhaitais faire. Donc, j'ai signé dans cette entreprise-là. Et puis, assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 2 mois ou 3 mois, j'ai un copain, un ancien collègue du CIF qui m'appelle, qui me dit « Ah, il y a une personne qui souhaite monter une boîte de property management.
tu devrais te rapprocher de lui. Il m'a sollicité. Je te donne ses contacts, appelle-le. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler dans le property management. Une personne, un Nantais qui venait de créer une entreprise, une toute petite boîte. Lui, il avait une autre activité à côté de broker. Et donc, il cherchait quelqu'un pour développer une boîte de property management. La boîte faisait 78 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, Très petit. tout petit truc. Toi, tu arrives, tu as 30 ans. Il faut développer, tu as zéro réseau. Et notre métier, c'est du réseau, c'est gagner la confiance sur le long terme. Donc tout ne se fait pas comme ça. Tu ne vends pas un produit en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est du property management? Parce Donc que les gens savent pas forcément. le property management, c'est de la gestion d'immobilier d'entreprise. Donc l'immobilier d'entreprise, c'est quoi? C'est du bureau, c'est de la logistique, c'est des locaux d'activité, c'est des commerces. Faut les gérer. Donc il faut les gérer d'un point de vue financier, appeler les avis de loyer, faire le recouvrement, d'un point de vue technique, gérer le quotidien au niveau des problèmes qu'on peut avoir, gérer aussi l'avenir avec les CAPEX, les futurs travaux valorisant ces actifs-là. On appelle ça des actifs. Et puis, c'est aussi le juridique, donc gérer du contentieux, gérer les baux commerciaux. Donc voilà, ça c'est le métier du property management. C'est assez anglicisé. On a plein de mots anglais dans nos professions, parce que c'est un métier anglo-saxon qui est à maturité, qui a une quarantaine d'années de présence sur le territoire français. Nos clients sont dans ce métier-là. On a affaire à des investisseurs essentiellement, donc des SCPI, des OPCI, des foncières, tout ce que vous proposent les banques, là, souvent en pierre-papier, comme on dit. Donc ces gens-là lèvent des fonds. Avec ces fonds levés, ils collectent des fonds, avec ces fonds collectés, ils lèvent de la dette près des banques, et avec ce fonds global, ils achètent des actifs en essayant de trouver la meilleure rentabilité possible. Et nous, derrière, sans que ça soit sans dénigrer ma profession, mais nous, derrière, on fait la petite main. On gère le quotidien, on est le relais de l'investisseur sur place. Ouais, faut bien avoir en tête qu'effectivement, il y a l'entreprise qui est propriétaire du bâtiment en question, et puis il y a toute la gestion qui est en fait faite par d'autres entreprises. Exactement. Et c'est là où vous entrez en jeu. Et nous, on rend des comptes, entre guillemets, de façon quotidienne, mensuelle, trimestrielle, à ces investisseurs-là, qui, pour la plupart, sont quasiment tous sur Paris. C'est que des structures parisiennes, essentiellement. Okay. Et il y a un autre pendant du métier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'autre pendant du métier, c'est aussi se substituer aux directions immobilières des grandes entreprises françaises. Oula, alors là, il faut que tu nous expliques. Tu as une entreprise X qui gère son patrimoine, qui occupe, j'en sais rien moi, 100 bâtiments partout en France comme locataires. Ils ont forcément des collaborateurs dédiés pour gérer leur patrimoine, même en qualité de locataire. En fait, il y a toujours des sujets, tu vois. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, ces grandes entreprises externalisent cette gestion immobilière. Donc, tu peux avoir en face, je prends le cas, j'en sais rien moi, au hasard de Renault qui a X concessions. Renault n'est pas forcément propriétaire de ces concessions. Donc, ils ont peut-être sur le territoire français, il y a peut-être 1500 propriétaires différents pour le compte de Renault. Et Renault va dire, ma direction immobilière, l'interlocuteur de tous ces bailleurs-là, je vais le déléguer à une entreprise comme Solaris. Ok, un property. Un property. Donc exactement. Là, tu rentres dedans à 30 ans. Exactement. En tant que salarié. Alors, j'avais pris 30%. Ah oui, d'accord. Vous associé déjà. Ouais, c'était un peu le deal quand même, parce qu'on partait de rien. Il y avait une vraie prise de risque. 30 ans, t'as pas un rond. J'avais acheté un petit appartement en investissement, je sais plus, 50 000 euros. J'ai fait des travaux, je l'ai revendu, j'ai pris 15 000. J'avais une voiture que j'ai revendue pour acheter une plus petite, pour faire 2 ou 3 000 euros de plus-value, pour pouvoir racheter ces 30%, même s'il y avait quasiment rien en chiffre d'affaires, ça avait une valeur, ce qui est normal. Et donc, je me suis mis en risque tout de suite. À mon échelle, j'avais pas un rond, et je me suis mis en risque tout de suite en prenant des
en devenant associé tout simplement. Tu as une idée parce que c'est pas commun quand même de prendre 30% d'une boîte à 30 ans. Une boîte en création. Ouais, d'accord. Faut relativiser. Ouais. Tu as eu un déclic quand même, tu as un truc qui, à un moment, t'a fait dire bon, ok, je sors du salariat pour rentrer dans une association. À l'époque, en fait, ce qui m'avait motivé, tu fais le parallèle avec le sport tout à l'heure, là, on faisait le parallèle avec le sport, c'est le challenge. Je me dis, le challenge peut être intéressant. Par contre, c'était un peu le saut dans le grand vide parce que tu te dis, on me fait confiance. Je remercierai toujours la personne qui m'a fait confiance à cette époque-là. On fait confiance et par contre, j'ai pas de réseau, quoi. Donc, tu as envie que ça marche. Et donc, c'est ce challenge qui m'a incité à signer. Puis ça a changé. Puis j'ai toujours besoin d'apprendre, besoin de voir de nouvelles choses. Donc, et tu disais en plus, tu t'ennuyais un peu dans le syndic dans lequel tu bossais. J'avais fait le tour de la question. Au bout d'un moment, tu as envie d'évoluer. Voilà, ça faisait 6 ans, je crois, que j'étais dans le métier, ou 7 ans. J'avais vraiment envie d'évoluer. Et la gestion me plaisait. Ok. Donc tu rentres là-dedans, il y a tout à faire. Tu as une espèce de champ des possibles de dire. Exactement. Tu commences par quoi? Tu te rappelles un peu de. Je me rappelle d'aller dans un réseau nantais qui s'appelle le SINA. Elle me dit, faut y aller, il faut être présent, il faut te présenter. Tu arrives dans ces réunions-là, tu as 30 ans. Aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé, mais tu n'as pas une crédibilité. Tu te retrouves face à des gars qui ont 50 ans. Tu n'es pas connu. Tu as une entreprise qui fait quasiment rien comme chiffre d'affaires. Faut gagner la confiance. Faut y aller par parcimonie. Faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité. Et puis, ça a mis 3 ans, 4 ans avant de décoller. Mais c'est un travail de longue haleine. Puis une fois que ça décolle, après, on te recommande. Tu gardes tes contrats initiaux. Nous, on travaille sur un métier où il y a beaucoup de récurrence. Okay. 80% du chiffre d'affaires, c'est la récurrence, 90%. Ok, donc une fois que c'est signé, si tu fais bien ton boulot... Si tu fais bien ton boulot, ouais, voilà. Ouais, ok. Et les 3 premières années, là, tu dis, ça met 3 ans pour décoller. Il y a 3 ans qui sont durs ou il y a quand même un peu de chiffre d'affaires qui sont durs. Alors, je suis associé, mais je suis salarié. Donc, j'ai une protection. La sécurité, j'ai la sécurité. Néanmoins, très impliqué. En fait, tu as le nez, de façon concrète, comme plein de dirigeants, tu as le nez sur les comptes bancaires tous les jours. Tu as le nez sur ton business plan tous les jours. Et tu as le nez sur ton tableau de développement tous les jours. Ouais. Donc, voilà. Tu regardes ça. Exactement. Et qu'est-ce qui fait que ça décolle? À un moment, tu as quelque chose qui te dit ah ok, là ça y est, il s'est passé quelque chose. À l'époque, en fait, c'était donc je parle de ça, c'était en 2006, donc il y a 20 ans. Comme je te l'ai dit, le marché du property management est maintenant un métier mature. Mais il y a 20 ans, sur Nantes, il y avait une entreprise qui était unique à faire ce métier-là. Donc on arrivait, nous, il y a une autre boîte qui a fait la même chose un an avant. On arrivait sur le marché et du coup, il y avait une offre concurrente voilà, ouais, face à une entreprise qui avait le monopole auparavant. Donc c'était là déjà tout simplement quelque chose de différenciant. La deuxième chose qui était différenciante, c'était que c'était une PME indépendante, là où en face c'était un grand groupe. Donc tu sais qui est derrière, tu sais qui est le dirigeant, quels sont les collaborateurs. Donc c'était quelque chose qui avait une vraie valeur, mais des axes différenciants qui, somme toute, sont on ne peut plus basiques. Hein. Ouais, c'est plus rapide, c'est plus fluide. Ouais, voilà. Tu as les associés en direct avec qui tu discutes. Exactement. Ok, très chouette. Ça du coup, la boîte s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Je sais pas elle s'appelait Adexia. Ok, ça a été racheté, renommé depuis, et donc j'y suis resté 10 ans. Ok, ouais, d'accord. Une bonne partie de ta carrière. Donc tu fais 10 ans. 10 ans où je découvre, 2006-2016, où je découvre le métier du property management. Je découvre aussi les arcanes de la gestion d'une entreprise, avec tous les fondamentaux à respecter. Et puis, fin 2015, les relations d'associés, c'est pas toujours simple. Hein. Fin 2015, je me dis, faut que je prenne une décision. J'ai plusieurs copains, j'ai 3 copains qui me disent, mais monte ta boîte. Parce que j'avais le réseau, j'avais développé plus de 92% de l'entreprise tout seul. Parce que ton associé n'était pas opérationnel Il avait une autre entreprise à côté. Et puis mon job, moi, c'était de développer. Je ne faisais que mon boulot, développer et gérer. Mais
Lui était vraiment focus sur une autre activité. Et donc j'ai 2-3 copains qui me disent mais monte ton entreprise. Donc ça, ils me disent ça à l'été 2015. Bon, ça me voilà, se lancer un peu tout seul à cette grande ville. En parallèle, il ne faut pas y voir de fierté ou de vanité, mais ça m'a vraiment permis de franchir le pas. J'ai eu entre novembre 2015 et juin 2016 9 propositions d'association. Donc, tu avais ton réseau et tu sais du bon. Ouais, 9 propositions d'association, parce que ça avait commencé à savoir que je souhaitais partir, faire autre chose. Donc, des promoteurs qui souhaitaient développer une activité de property management, des cabinets de gestion en habitation qui souhaitaient développer une partie de property management, des boîtes de property management qui cherchaient à s'implanter sur Nantes. Et en fait, je me suis dit, dans le pire des cas, si ça ne marche pas, t'en as 9. j'aurais bien quelqu'un, une de ces entreprises-là, qui me fera confiance. Voilà, donc ça m'a... Ces différentes sollicitations m'ont permis de passer le cap, en fait. Ça m'a rassuré. Néanmoins, quand tu te lances à créer une boîte, donc je prends la décision en 2015, fin 2015, j'annonce que je pars début février 2016, je quitte l'entreprise fin mai 2016 pour une création d'entreprise au 1er janvier 2017. Et donc tu l'anticipes, tu la prépares. Et je n'ai fait que préparer pour être ready le 1er janvier 2017 à la création d'entreprise. Et quand tu lances une boîte, en fait, il y a tous les fondamentaux, les capitaux, la trésorerie, ton business plan. Donc j'avais anticipé tout ça. Donc moi j'avais aussi un peu dans la prise de risque, j'avais acheté une vieille bicoque sur Nantes, Chantenay, une maison que j'ai réhabilitée pendant 1 an et demi. Toi-même, tu fais les travaux? Non, j'en ai fait une partie de démolition, ça c'est facile. Ça, c'est facile, c'est la bonne partie. Et voilà. Et donc les travaux se sont terminés en mars 2016. Elle a été mise en vente en mars 2016. Je l'ai vendue en juin 2016. Et la plus-value associée à cette vente-là, ça m'a servi à créer Solaris. Ah ouais, tu avais anticipé ce sujet exprès pour ça. C'était vraiment... En fait, quand courant 2015, je me dis je vais monter mon entreprise. Bon, comment je vais avoir les fonds? Il y avait les parts de la société dont j'étais associé, mais je savais que ça allait être compliqué. Donc j'avais fait fi de cela. Et je me suis dit, la seule solution, c'est de réhabiliter une maison, de faire des gros travaux. Je ne sais pas si c'est commun. Je ne sais pas, mais ça m'a permis, avec tous les deniers personnels que j'avais à côté, qui étaient peu nombreux, ça m'a permis d'avoir de la trésor de côté. Moi, je suis au chômage à compter du 1er novembre 2016, je crois, ou octobre. C'était une période de transition. Donc pendant 2 ans chômage, tu n'as pas de revenus. Tu as 50% de ton salaire ou 53%, je crois, de ton précédent salaire. Mais c'est quand même une bonne base. C'est quand même, c'est quand même une bonne base. Quand tu habites Angers, par contre, et que donc la maison était à Nantes, que j'avais réhabilitée, mais donc on vend la maison. Avec ma compagne, on se retrouve en location. Habite Angers, on prend Angers, je crée la boîte à Nantes, elle a son entreprise avec son papa sur Angers, tu fais la route à Nantes tous les jours, c'est 600 € de frais, entre l'autoroute et... C'est marrant comme choix quand même de se dire j'habite Angers et de c'est zéro tu dis je la crée à Nantes parce que tu avais tout. Alors en fait, je vais donner 2 chiffres, nous il y a un indicateur sur lequel on peut se comparer, c'est le marché de la transaction en immobilier d'entreprise. Sur Nantes, en 2024, par exemple, je crois que c'est 85 ou 86 000 m² de loués ou de vendus de bureaux en 2024, là où le marché était à 120 000 il y a 2 ans. En Angers, c'est entre 10 et 15 000. Ouais, d'accord, donc tu as un ratio. Donc voilà, et je peux aussi donner l'anecdote.
entre guillemets, j'ai pas eu de bol, mais bon, il y avait rien à. J'ai eu un contrôle fiscal avec la création de cette boîte-là lorsque j'ai déclaré mes premiers impôts, parce que j'étais aux frais réels. Direct. Ah ouais. Ouais, il n'y avait pas un rond. Hein, et donc, j'ai dû justifier aux impôts comme quoi je faisais vraiment la route entre Angers et Nantes. Exactement la question que tu te poses. Donc, j'avais un abonnement au payage d'Anceny, donc j'avais toute la traçabilité. Et puis après, les impôts m'ont demandé pourquoi vous avez créé à Nantes et pas à Angers. Donc, à l'époque, j'avais sorti des enquêtes de marché, la région angevine, la région nantaise. Ils ont compris. Ils ont compris, ouais. Ok, incroyable. Et puis j'imagine que tu avais le réseau par ta boîte précédente. Exactement. Tu connaissais tout le monde à Voilà. Nantes, et du coup, Exactement. plus facile de démarrer que de zéro. Ouais. Petite parenthèse, juste, tu as parlé 2 fois de ta femme et de son père qui ont une entreprise. Ouais. Je suis juste curieux, quel type d'entreprise et c'est quoi? Une boîte de property management. Non, c'est vrai? Non. non, ils sont dans la communication. Impression, reprographie, communication. Une chaîne de magasins montée par son papa. Il y a une dizaine de magasins sur le Grand Ouest. Ok. Ça parle du coup entrepreneuriat à la maison tout le temps ou pas tant que ça? Ça parle par la force des choses, entrepreneuriat. Et puis, et en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat avec une compagne qui comprend ce que c'est de se mettre à son compte, les risques inhérents à la création d'une entreprise, ça aide beaucoup, même si elle n'intervient pas du tout, elle ne suit pas l'entreprise. Avoir un soutien moral, c'est extrêmement important. Et je ne sais pas si on peut parler de réussite de Solaris, mais là où Solaris en est aujourd'hui, je lui dois beaucoup, parce que c'est énormément de stress en fait, la gestion d'une boîte, même si tu essayes de déléguer au maximum, mais il y a une charge mentale en fait, qui est là en permanence. Ouais, donc le soir, si tu rentres et que tu fais un peu la tronche ou quoi que ce soit, elle peut comprendre, en tout cas dire ok, il s'est passé des trucs. Ouais, ou une présence physique, mais une absence psychologique, on va dire. Voilà. Le fois où je vois très bien le truc où tu vois réfléchis à un truc le soir, voilà. Attends, tu m'écoutes pas là. Ouais, désolé. Exactement. Ok, ça marche. Donc tu crées la boîte donc début 2017, c'est ça? Exactement. Que tu me dis, donc la Solaris Gestion, on y est, donc tu es toujours le fondateur, le gérant de la boîte, le président, je sais pas. Exactement, je suis président. Très bien. Et donc tu te dis, je vais faire le même métier que ce que je faisais avant, si je dis pas de bêtises. Exactement. L'ambition, elle est quoi? Je me dis, bon, je fais mon petit business plan tout de suite. Je me dis, bon, je sais faire ce que je faisais sur Nantes, j'ai mon réseau, je vais créer une boîte. Peut-être qu'à terme, comme mon ancienne entreprise, j'aurai 6 salariés, 7 salariés. Je ne cherche pas autre chose. Hein. Pardon, c'était ça la boîte avant? On est fini à 6-7 salariés, pas plus, avec un rayonnement nantais. Okay. Et moi, je me dis, voilà, je vais créer mon entreprise, je vais prendre mon salaire mensuellement, et puis je vais avoir mes 5-6 salariés, et puis ça m'ira très bien, en fait. Tu te découvres entrepreneur en devenant entrepreneur. Tu découvres la passion de développer, même si tu l'as, en développant. Tu découvres de faire confiance à l'homme en faisant confiance à l'homme. Ouais. Et donc, c'était ça, le projet. Et assez rapidement, j'ai 3 clients institutionnels, donc des foncières, qui me disent « Karl, si vous montez votre boîte, nous, on vous suit. » Génial, ça. Donc ça, c'est top. Dès le début, j'embauche 3 personnes là où j'avais besoin que d'une personne. Donc je me mets en risque de façon très claire, parce que les collaborateurs, il faut les payer, et le chiffre d'affaires n'était pas à la hauteur. Et ce que je me dis, c'est que l'important, c'est de développer, donc tout de suite. Donc il faut absolument que tu sois sur le terrain pour aller développer, et que derrière, que les collaborateurs puissent assurer la gestion. Si je développe, je ne sais pas, les 3 premiers mois de l'entreprise, et qu'au mois d'avril, ma collaboratrice que j'ai recrutée est déjà sous l'eau, je vais devoir mettre les mains dans le cambouis, et puis je vais arrêter de développer. Ouais. Et donc, on a tout de suite, j'avais besoin que d'une personne, j'ai embauché 3 personnes, dont 2 mères de famille à l'époque. Je le dis parce que c'était ma charge mentale. Est-ce que je vais pouvoir assurer le salaire de ces 2 personnes-là qui ont des enfants? Et
Et du coup, ça a été extrêmement vertueux parce que j'ai pas hésité à me déplacer, à faire mes allers-retours sur Paris plusieurs fois par mois, faire du porte-à-porte. Les fondamentaux du commerce, hein, c'est prendre son téléphone, c'est se déplacer, c'est présenter son entreprise, présenter le projet. Les fondamentaux, ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas, juste expliquer qu'on crée une boîte, on est dans le métier depuis longtemps, et puis on va essayer de faire les choses de façon la plus saine possible, la plus sérieuse possible. Et ça, en fait, dès la première année, j'ai dû signer, je ne sais plus, peut-être 2 fois, 3 fois plus de contrats que ma meilleure année sur les 10 ans que j'avais passé auparavant. Tu sais l'expliquer ? Est-ce que c'est, comment dire, juste ta qualité à toi professionnelle de bien présenter, de bien parler, ou tu avais des éléments différenciants dans ton approche ? Il y a des choses qui faisaient que tes clients te disaient ah ouais, là j'ai envie de bosser, ou tu étais moins cher, enfin il y avait c'était quoi le... C'était pas forcément une question de prix, même si à l'époque les frais de structure ils sont quasiment faibles, nuls, donc voilà. Il y avait le réseau déjà, on le connaissait, c'est un métier intuitif personnalisé, donc tu fais beaucoup confiance à l'homme plus qu'à la structure, donc là il n'y a pas beaucoup de mérite. 2017, moi, mon argument commercial, ça peut paraître désuet, et pourtant il n'y a que 8 ans, c'était d'être tout de suite full digitalisé. Donc, en créant la boîte, en récupérant des dossiers, je voulais vraiment pas de papier, avoir une organisation, un organigramme informatique le plus limpide et le plus clair possible. Et ce qui a été aussi, tout à l'heure j'ai parlé de mantra, mais ce qui a été un autre mantra de l'entreprise, du mode de fonctionnement de Solaris, c'est que nos clients sont investisseurs et ils doivent être en capacité à vendre leurs actifs du jour au lendemain quasiment, s'ils décident de vendre, parce qu'ils ont besoin de faire une plus-value, de besoin de distribuer des résultats à leurs associés. Ça doit être fait rapidement. Et donc, pour que ça soit fait rapidement, tu passes chez le notaire, on appelle ça la data room, tu dois pouvoir déposer les dossiers juridiques, financiers, techniques, les baux de façon rapide. Pour ça, il faut que ça soit organisé en amont, tu vois. Et c'est là-dessus, dès le début, on s'est organisé comme ça, en fait. Ok. Et c'est tout bête, mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup encore de papier. C'est pas vieux, 2017, mais c'est avant le Covid. Et donc, ça a été un petit élément différenciant, en tous les cas, en 2017. Ok, vraiment de se dire, tu as besoin des documents, on t'envoie un mail, t'as tout. Ouais, c'est un argument commercial basique. Mais des fois, c'est aussi simple que ça. Ça a fonctionné. Ok. En tous les cas, voilà. Ça marche. Les personnes que tu recrutes, tu dis elles font de la gestion, j'ai juste du mal à comprendre. Elles sont en direct dans les bâtiments pour gérer les bâtiments, ou non, après tu sous-traites à des équipes vraiment exactement. dans le bâtiment. Nous, on va piloter, on va harmoniser en fait la gestion. Je viens de voir où tu as un problème. Notre client nous dit Maxime ne paye pas son loyer. C'est pas le cas. Nous, le gestionnaire de patrimoine ou le property manager, concrètement, va se rapprocher, va te faire une courrier de relance, va t'appeler, et puis tu donnes pas suite. Il va se rapprocher d'un avocat, et l'avocat va faire le job. Tu as un problème d'électricité dans tes locaux, ou je sais pas, où l'ascenseur ne fonctionne pas. Tu vas appeler notre entreprise, et nous, on va appeler l'ascensoriste. Tu vois, c'est vraiment le lien entre l'investisseur et les boîtes qui font le métier direct. Voilà. Et du coup, un property manager, il peut gérer, je sais pas, il y a un peu des grands chiffres de dire, ok, il y a une capacité de gérer, je sais pas, X bâtiments, X exactement, clients. Il peut gérer, ça dépend des contrats qu'on a, parce que les contrats peuvent être, ils sont tous différents. Il peut gérer entre 30 et 50 bâtiments. Et tu peux imaginer qu'il y a, c'est là où il faut l'agilité intellectuelle en fait sur ce métier-là. Il peut gérer 3-4 sujets par bâtiment. Donc il peut avoir en permanence 150 sujets au quotidien à balayer. C'est-à-dire que tu peux avoir, je sais pas, sur un dossier, il y a une expertise et on attend des devis pour envoyer à l'expert. Donc ça, il faut le relancer. Sur un dossier, tu as le contentieux, il faut voir où on en est avec l'avocat. Sur l'autre dossier, tu attends des devis de CAPEX, de remise en état d'un bâtiment. Donc c'est cette agilité-là qu'il faut avoir en fait. Il faut avoir un esprit très cartésien, très carré, très organisé. Il n'y a rien de compliqué, il faut être organisé. Ok. Et toi aussi, de ton côté, quand tu recrutes, donc tu sais que tu recrutes des personnes
comment dire, qui vont avoir cette capacité de gérer 30-50 bâtiments. Au début, j'en sais rien, tu en as peut-être 10 à gérer. Donc en gros, il faut remplir les cases, entre guillemets. C'est de dire, ok, il faut anticiper le futur, de dire, une fois qu'on devient full, il faut recruter des nouvelles personnes. Ouais, c'est un marché, nous, une activité par palier. Okay. Et il ne faut pas surcharger. En fait, quand tu commences à donner, tu rembouches quelqu'un, souvent son portefeuille n'est pas... portefeuille de gestion, il n'est pas complet, comme tu le dis. Sauf que l'humain s'adapte. S'adapte à ce portefeuille-là, et après on lui dit non, en fait t'es pas full là, on va t'en rajouter. Donc il faut qu'il change sa façon de travailler, qu'il l'adapte plutôt. Et puis après tu arrives à un palier, là on peut plus rien donner, sinon tu vas dégoûter ton collaborateur. Ouais. Le service auprès du client ne va pas être à la hauteur de ce qui est prévu contractuellement. Donc c'est toujours dans un métier d'anticipation. La variable, nous on livre que de la prestation intellectuelle, hein. Donc il faut être en capacité à mettre le curseur au bon endroit pour bien délivrer ce qu'attend le client. Ouais. Et vu que tu avais déjà un sujet un peu digital dès 2017, là maintenant en 2025, on parle d'intelligence artificielle sur la chose, tu as des outils un peu qui permettent de rentrer là-dedans pour optimiser tout ça ou... Déjà, juste avant ça, c'est que un truc important aussi sur l'entreprise, c'est que j'ai toujours piloté l'entreprise avec des business plans et avec un suivi même hebdomadaire au début. Alors moi maintenant c'est mensuel, hebdomadaire de l'activité de l'entreprise. Donc dès le 1er mars, je savais à quel chiffre on allait atterrir au 31 décembre. Au 1er avril, voilà. À chaque fois, j'ai essayé d'affiner au plus juste. Dès le début, mais vraiment dès le début, au bout de 2 mois, 3 mois, je me suis dit, c'est l'important, même si j'ai mis tous mes deniers personnels dans la création de cette entreprise-là, je vais me donner les moyens de développer l'entreprise, et au lieu de se servir, il vaut mieux investir. Donc en fait, dès le début, je me suis dit, qu'est-ce que tu vises ? Tu vas viser que l'équilibre financier, et tout là où il y a le gras, on va l'investir soit dans des outils, soit dans des hommes. Et ça, on l'a fait pendant très longtemps, pendant 8 ans. Là, on a passé un cap début 2025. Fin 2024, début 2025, on a passé un vrai cap. Et donc, quand tu as cette vision de te dire, je ne me sers pas, même si tu te mets en risque, je suis caution perso sur la maison, surtout, il y a toute la famille, tu as cette épée de Damoclès, quand le marché va moins bien, tu n'as pas besoin de prendre de café le soir pour ne pas dormir. Hein. Et donc, il y a toujours eu cette vision de dire on va toujours investir, toujours investir. La vision, elle était assez claire. Et donc, on investit dans des compétences humaines. Plus le groupe se développe, plus on peut se permettre de recruter des gens avec de meilleures, de plus belles compétences. Et puis, après, il y a eu tout ce qui est innovation. Alors, innover dans la gestion immobilière... ça allait être ma question, Mathieu. C'est quoi innover dans la gestion immobilière ? Donc, la première chose, c'était la digitalisation. On a passé un peu le pas qu'ont fait les notaires il y a 10 ans, un peu après. Ça a été aussi, je le dis souvent, le 17 mars 2020, 14h, on est tous confinés. C'était le mardi 17 mars. Nous, l'entreprise a 3 ans. À l'époque, on avait investi dès 2019 dans Teams, dans SharePoint, c'est dans le cloud. On avait tous les collaborateurs, on les avait équipés d'ordinateurs portables, même des sédentaires. Et ce choix-là, moi je l'ai fait dès fin 2018, début 2019. Et je me souviens qu'une collaboratrice de Bordeaux m'avait dit non mais pourquoi tu fais ça ? Ça nous coûte de l'argent. Vous voyez pas le prisme de l'investissement. On n'a pas besoin de ces outils-là pour le moment. On peut se contenter aussi de tours, d'ordinateurs à l'ancienne. Sauf que le 17 mars 2020, on fait ce choix-là. On dépose aussi dès janvier 2020 à l'inspection du travail une charte de télétravail. On met en place le télétravail en janvier 2020. 15 jours par mois, je crois. Parce qu'on a des postes de sédentaires. Hein. Et 17 mars 2020, 14h, on a déjà Teams, on a déjà SharePoint, oui, c'est prêt, quoi. On a déjà la charte de télétravail. Moi, à 14h, tout le monde est opérationnel.
Et en termes de business, t'as pas le business qui s'écroule un peu à cause t'as le business qui s'écroule parce que vu que j'anticipe toujours de 2019 à 2020, on est passé de 16 à 30 collaborateurs. En mars, j'avais déjà embauché sur les 14 ou 15 collaborateurs, j'en avais déjà embauché 7 ou 8. Okay. Et là, tous les programmes qui devaient être livrés, on avait beaucoup d'opérations neuves qui devaient être livrées, qu'on devait récupérer en gestion. Toutes les livraisons ont été décalées. Donc, nous, on commence à toucher de l'argent quand l'immeuble et on commence à le gérer. S'il n'est pas livré, on ne touche pas d'argent. Ouais, okay. Et donc, là, il y a eu un gros stress. Puis, au final, on a bien terminé l'année, mais il a fallu être agile. Mais c'est du stress, pas de 24 heures, hein, c'est du stress de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, ça c'est l'innovation, cette première innovation. La deuxième innovation, c'est qu'on a un métier, comme je disais tout à l'heure en préambule, on doit faire du reporting auprès de nos clients. Et nos clients investisseurs utilisent des outils digitaux qui nous mettent à disposition. On va travailler ensemble, par contre vous allez utiliser nos outils digitaux. Nous on a nos propres outils digitaux, mais on a aussi donc ceux de nos clients. Et aujourd'hui, nos équipes elles travaillent avec entre 20 et 25 applications différentes pour le compte de nos clients. Et quand tu dois faire un reporting mensuel ou trimestriel, donc tu dois remonter de la data sur les consommations énergétiques, remonter de la data financière, remonter de la data réglementaire. Il faut se loguer sur tout ça. Et donc la réalisation de ces rapports de gestion sont extrêmement chronophages. Et pourtant, c'est ce qu'on doit délivrer au client et c'est le point que tu fais avec le client. Et il se base là-dessus pour juger si tu fais du bon boulot ou pas. Entre autres, ouais. Et c'est extrêmement important parce que c'est là que tu délivres du conseil, c'est là que tu montres que tu maîtrises ton portefeuille et que tu assures la pérennité du bien en fait. Et ça en fait, je me suis dit, faut qu'on trouve une solution pour concaténer toutes ces infos de façon automatique. Et donc on s'est rapproché d'une boîte à Besançon qui nous a développé un outil avec des bus informatiques qui vient chercher la donnée et de façon automatique. Donc on a un peu galéré parce que ça fait 3 ans qu'on y est, mais ça y est, ça fonctionne réellement. Et aujourd'hui, on a 70 à 80% de ces rapports de gestion qui sont automatisés. Ça peut paraître aussi tout bête, on est seul en France à faire ça, à avoir une automatisation de ces rapports de gestion. Et ça devient aussi un outil de pilotage des équipes, savoir où tu en es en fait, tout simplement. Donc ça s'appelle Solaris Report. Donc là, le prestataire avec qui on fait ça, derrière, il n'aura plus qu'à aller voir nos confrères. C'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'un outil que tu pourrais vendre. Exactement, ouais, mais ça n'a pas été un sujet. Moi, j'étais focus sur Solaris et je voulais pas aller me diversifier. Et donc, cet outil va nous faire gagner plus de 200 jours hommes, en tous les cas, si je prends à périmètre constant sur l'année 2024. Ça va être un outil d'attractivité. Ça a été un peu dur pour les équipes parce que tu ne fais pas d'innovation comme ça. Il y a toujours des galères. Mais ça y est, aujourd'hui, on a une vraie maturité sur ces outils-là. Donc ça, c'était une approche. On va gagner du temps, du confort. Ça, c'était hyper important pour les visites aussi. Ça te sort des rapports dès que tu es sur place depuis ton téléphone. Donc ça, c'est assez sympa. L'innovation, c'est aussi dans la gouvernance de l'entreprise. Pendant longtemps, en fait, on décidait 4 ou 5 et puis on demandait aux équipes d'appliquer. Depuis courant 2022, il y a eu cette approche ESG, j'y reviendrai plus tard, mais on a dit non, on va faire autrement. On a un problème, un problème de recouvrement. On va faire un groupe de travail avec les équipes, puis il y aura une personne de la gouvernance qui travaillera avec eux, et puis vous voyez 2 fois, 3 fois, puis vous nous proposez ce qui vous semble le plus intelligent pour régler ce problème-là. Ouais, et ça tombe pas d'en haut. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les infos remontent en haut en disant on a cette problématique-là, nous on décide un groupe de travail, des collaborateurs, ils se rencontrent, ils se voient 2 fois, 3 fois. C'est reproposé après au comité exécutif et dans 100% des cas, c'est validé par le comité exécutif. Et donc dans la conduite du changement, on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui a radicalement fait évoluer l'entreprise pour s'approprier les nouvelles façons de travailler, parce qu'une entreprise où tu lances la boîte en 2017, t'es 3 et aujourd'hui on va être 85 là, dans un mois, il y a du changement tout le temps. Et donc ça épuise. Ça épuise les équipes. C'est top d'avoir une boîte qui se développe, mais il faut savoir se remettre en cause en permanence, sinon tu meurs.
Et donc, dans l'appropriation du changement, cette façon un peu innovante, ça fait partie de l'innovation. On a aussi un logiciel métier, nous c'est des hommes et un logiciel, beaucoup. C'est pareil, il y a un logiciel qui est assez disruptif sur le marché de l'habitation, qui est en place depuis 7 ou 8 ans, 6 ans. Très très disruptif. Et en fait, je suis allé voir ces gens-là, qui sont à Grenoble, et je leur ai proposé de développer la même chose pour le marché de l'immobilier entreprise. Et donc on a signé un partenariat il y a 2 ans, 2 ans et demi, et pour développer un outil très innovant. Ça va être un vrai atout de recrutement. On va gagner énormément de temps parce qu'on sera full sur cet outil-là. C'est quoi non, j'ai pas bien compris, pardon. En fait, on a un outil qui nous permet de payer les factures, de faire les quittances de loyer, de suivre les demandes des clients. Et comme beaucoup aujourd'hui d'outils informatiques, c'est imbitable. Tu mets au bout de 18 mois, si tu maîtrises 50% du logiciel, c'est bien le bout du monde. Ouais. C'est toujours des codes des codes différents pour sortir des éléments. Voilà. Et tu as des coûts d'acquisition qui vont de 300 à 600 000 euros. Juste d'acquisition. Puis après, tu payes 150, 200 euros par mois et par licence. Donc c'est des coûts extrêmement importants. Et nous, on a fait le choix aussi, on s'est mis en risque. Parce que ça peut être un crash, mais ça ne le sera pas. Là. On va aller voir cette boîte-là et on va développer un produit innovant dédié au property management. Et demain, je te mets, Maxime, devant notre logiciel. Je suis sûr que tu es capable, si tu es client chez nous, de retrouver toutes les communications que tu as eues, ta situation réglementaire, ta situation à payer de façon hyper intuitive. Ok, c'est fluide. Exactement. Donc ça, on a signé ça en 2023 et ça sera en place au 1er janvier 2026 où il nous fallait absolument des garanties. Comme je te dis, ça peut être changer de logiciel dans le métier, ça peut être un crash, mais ça va être un élément extrêmement différenciant et qui va apporter une qualité pour nos clients, une disponibilité aussi plus forte pour les collaborateurs. Et donc ça, c'est aussi une approche innovante. Canon, donc c'est possible d'innover même dans des métiers un peu anciens, de se différencier. Pourquoi se conformer à prendre des outils qui existent Pourquoi non, faut tenter en fait. Ok. Comment s'appelle la boîte grenobloise Ça s'appelle NeoTeam. NeoTeam, ok. NeoTeam, ouais. Et ils sont spécialisés dans le développement de logiciels ou... Ils sont spécialisés dans les logiciels de gestion immobilière d'habitation. Ok, canon. Et là, on va développer le tertiaire avec eux. Ok. C'est le champ des possibles pour eux de développer cet outil-là parce que ils vont pénétrer après le marché du property management de façon, je pense, objectivement assez facile. Ok, incroyable. Tu disais donc 2017, on est en 2025, ça fait 8 ans maintenant que tu as créé la boîte. Tu as des sujets un peu où une forme de fierté ou en tout cas des choses où tu dis wow, là on a réussi des belles choses, il y a des choses où tu dis ok, ça c'est canon. En étant un peu dur, mais c'est vrai, il n'y a pas de fierté en fait. Moi je vois toujours ce qui reste à faire. J'arrive pas à me satisfaire objectivement. Ok. Parce que je dis voilà, tout ce qui reste à faire. Après, moi ma plus grande fierté c'est de créer des emplois. Voilà, ce que je dis souvent, tout à l'heure j'ai dit, ma plus grande crainte au début c'était d'être en capacité à payer les salaires de mes 3 collaborateurs, dont les 2 mères de famille qui avaient. C'était mon stress. Aujourd'hui, la plus grande fierté c'est de créer des emplois. La plus grande fierté c'est aussi d'avoir mis le groupe avec un plan stratégique. On parle souvent de plan stratégique, mais même sur des PME, avoir un plan stratégique, une vision, c'est primordial et se donner les moyens d'eux. Plan stratégique qu'on a écrit fin 2021, courant 2021, et d'organiser l'entreprise, on va dire, sans qu'elle repose sur moi. Donc aujourd'hui, je suis sûrement, par la force des choses, comme dans toute PME, premier représentant de l'entreprise, mais au quotidien, l'entreprise peut tourner sans moi, tant d'un point de vue gestion des hommes, avec le service RH, que dans la gestion opérationnelle de l'entreprise. Et je suis pas un maillon indispensable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision, là où on veut aller, quels moyens on se donne pour y aller. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Il y a des choses que tu découvres des fois dans la boîte, tu dis ah tiens, on fait ça ou oui. tiens. Ouais, ça arrive régulièrement.
Ok. Mais en fait, tu dois... Et t'es détaché de ça, ouais. Enfin, t'as un truc en mode, Ouais, ok, ouais. canon. Ce que j'ai vu en créant l'entreprise, c'est mon passé qui, je me dis, c'est tout ce qu'on m'a pas fait et c'est devenu comme un marqueur fort. Ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on m'a pas fait, pardon, dans la gestion d'entreprise auparavant, c'est de faire confiance. Et faire confiance à l'homme avec un grand H, c'est accepter, accorder le droit à l'erreur, tout simplement. Et quand tu fais confiance, il y a un développement personnel beaucoup plus fort. Et ça rayonne sur l'entreprise, en fait, sur le développement de l'entreprise. Et alors oui, je suis là pour contrôler, oui, je suis là, oui, ma parole a forcément de l'importance. Mais tu peux pas être au courant de tout ou demander à être au courant de tout si tu souhaites faire confiance. Sinon, tu fais de l'ingérence. Ouais. Donc, j'ai eu des fois un truc qui me faisait kiffer. C'était alors, la plupart de nos clients sont parisiens. On a un peu de clients quand même locaux et surtout sur Nantes parce que c'est le berceau de l'entreprise. Des clients qui venaient sur le plateau, à notre siège, qui ne me connaissaient pas, connaissaient la responsable de l'agence, et que moi je passais incognito, et ça m'allait très bien. Et ça, c'était une espèce de kiff, parce que je me dis, voilà, le client est venu, moi je ne suis pas intervenu. Ça roule. Ça roule, et voilà. Donc, non, la plus grande fierté, c'est ça, c'est d'embaucher, de créer, et puis de faire confiance, en fait, de voir que l'entreprise, tu fais confiance à l'homme, il va apporter énormément. Ouais, il se passe des choses. Exactement. Ouais. Après, il faut savoir récompenser à la hauteur de l'investissement des collaborateurs. Puis peut-être parfois aussi dire, ok, bon, bonne initiative, mais c'était pas forcément le cap où on souhaitait aller, ainsi de suite. Mais, okay. Ouais, et puis après, je l'ai appris à mes dépens. Des fois, faire confiance, tu fais trop confiance. T'as pas mis les bons indicateurs au bon endroit, et puis ça te porte préjudice. Mais on apprend à faire du vélo en faisant du vélo, on apprend à marcher en marchant, tu apprends à gérer une boîte en la gérant. Ouais, voilà. Ok, canon. Tu parlais de vision tout à l'heure, c'est quoi un peu la vision, les prochaines étapes Les prochaines étapes, donc il y a eu premier plan stratégique qui était Ambition 2025, là on est sur l'écriture d'Ambition 2030 qui sera finalisée d'ici cet été. C'est de structurer notre approche ESG qui est déjà très prégnante, hein, donc ESG, environnementale, sociétale, gouvernance. Donc on a des actions très très fortes, on a un comité décarbonation, on fait les bilans carbone nous, déjà depuis 4 ans ou 5 ans même, l'entreprise avait 3 ans d'existence. Canon, ok. On va aller chercher de la certification, donc structurer cette approche-là. On va encore revoir la gouvernance pour aussi optimiser ce mode de fonctionnement-là. Donc c'est aller encore plus loin dans l'approche ESG, où on a été déjà très loin. Là, on se rapproche d'une entreprise, je vais faire sa publicité, de Openland, qui va nous accompagner dans la structuration. J'ai oublié le nom du fondateur d'Openland. Walter Bouvet. Walter Bouvet. Ouais. Et ils vont nous accompagner dans la dernière étape en fait, de la structuration ESG. Ça, c'est la première chose. J'aimerais aussi à terme, il n'est pas finalisé le plan stratégique, mais valoriser l'entreprise d'un point de vue budget carbone. Je ne parle pas de bilan carbone, de budget carbone. Tu sais, tu as ton budget, puis en fonction de tes consommations carbone, tu valorises ton entreprise, pas avoir une approche que financière, résultat EBITDA, mais avoir cette approche-là. Et tout ça pour devenir en fait le premier indépendant français du property management, mais avec toujours cette approche humaine. On doit rester une PME, c'est-à-dire qu'avec un circuit de décision extrêmement rapide. Chez nous, si tu as 2 niveaux de management, c'est bien le plus haut. Donc, un client peut rapidement avoir le responsable régional, le directeur régional ou même le directeur général opérationnel. On doit rester agile, une approche vraiment de PME. Ça, c'est indispensable. Grossir pour grossir, ça ne m'intéresse pas. Et puis, toujours, c'est avec cette approche d'innovation. Je pense qu'il ne faut jamais s'interdire, toujours se remettre en question. Donc ça, c'est les grandes lignes d'ambition 2030 en fait. Ouais, et les sujets ESG, ils viennent d'où ? Ils viennent des clients, ils viennent de toi, ils viennent des équipes. C'est quoi les moteurs là-dessus ? Aujourd'hui, ils viennent vraiment des clients.
Quand on l'a mis en place, cette politique a été mise en place en 2021, ça venait pas des clients. Donc, mais c'est toujours, on parle de RSE, d'environnement. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir des actions concrètes et une approche aujourd'hui moderne dans l'entreprise. Tu dois prendre en compte cela. Aujourd'hui, nous, donc je t'expliquais d'un point de vue environnemental, on a notamment pour tous les clients pour lesquels on gère notamment les contrats électriques, c'est de l'électricité verte produite en France. Ok. Donc ça, vous le proposez à vos clients, dites. Ouais. Parce que c'est pas vous qui changez le contrat. En fait, là où on va gérer la facturation, enfin le paiement de ces fournisseurs-là. Ah oui, vous avez quand même un peu votre. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, c'est une action parmi d'autres. On a un site intranet dédié au développement durable avec toute notre présentation, tout ce qui est réglementaire, pour accompagner les collaborateurs. D'un point de vue sociétal, on a fait il y a eu un parti pris qui a été fait depuis 2023. C'est 1 000 € par an et par collaborateur sur de la formation externe. Okay. Il y a beaucoup de formations internes. 1 000 €, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est important comme montant par collaborateur. Tu fais venir un formateur, tu es 5 autour de la table, le formateur va te coûter 1 000 €. Donc ça en fait de la formation. Ouais. C'est aussi la Solaris Academy, donc avec un site intranet aussi avec une synthèse de toutes les formations proposées en externe, toutes les formations proposées en interne. C'est avoir un parcours du collaborateur au sein de Solaris. C'est aussi un site intranet dédié à l'onboarding, l'embarquement dans l'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, tu as 70%, ça c'est les chiffres de 2023, tu as 70% des démissions en France qui ont lieu la première année. D'où l'importance de bien les accueillir. Et donc, on a un process extrêmement précis et je me bats pour qu'il soit respecté, même si on dit on est full, faut du monde tout de suite opérationnel. On ne doit pas négliger cette partie-là parce que le collaborateur a besoin d'être bien accueilli, connaître la vision de l'entreprise, les évolutions possibles, avant de mettre les mains dans les dossiers. Et donc, il y a tout ça. Puis après, la gouvernance, on va la faire évoluer. Je sais pas, avec un comité exécutif. Aujourd'hui, on réfléchit à mettre un comité de surveillance ou de stratégie. Voilà. Ça marche. Pour terminer, tu dis que tu avais de l'ambition de devenir la première boîte de property manager indépendante. Ouais. Je ne connais pas les concurrents, mais ça paraît en tout cas beau et ambitieux. C'est quoi Comment tu fais de la croissance? Je veux dire, il faut ouvrir des agences dans des grandes villes. Comment ça se passe? Ouais, aujourd'hui, on est présent dans les grandes métropoles françaises. Tu l'as bien compris, on ne va pas être présent dans une ville comme Angers, mais on va être présent dans une ville comme Nantes. On est présent dans les grandes métropoles françaises. Le développement aujourd'hui de Solaris, il s'est fait donc par du porte-à-porte et de la recommandation. On n'a pas vraiment mené d'action commerciale. On a commencé à en mener courant 2024. Pour la première fois, c'était aussi dans le plan stratégique. Et donc là, on a diversifié notre portefeuille de clientèle. Aujourd'hui, c'est 64% des clients, ce sont des clients institutionnels, donc SCPI, PCI foncières. Et on a 36% aujourd'hui de la clientèle, ce sont des clients utilisateurs. Bien mal nous en a pris, parce qu'en 2024, il y a eu une vraie crise de l'immobilier des investisseurs, où on a eu, pour ainsi dire, 0%. Proche des 0% de développement auprès de ces clients-là. Par contre, on a tout développé côté utilisateur. Donc, comment on devient le premier indépendant? Alors, je ne veux vraiment pas renier le fait de rester l'agilité, la PME. On n'a pas de dette, c'est 100% de croissance organique. Si on a 300 000 € de dette à l'échelle du groupe, c'est le bout du monde. Comment on devient numéro 1? En fait, déjà, on n'est pas présent à Lyon. Donc là, il va falloir qu'on mette quelqu'un. C'est le deuxième... non, je croyais que c'était un critère, c'était qu'il ne faut pas aller à Lyon. non. C'est le deuxième marché français d'immobilier entreprise. À Lille, on n'a que 2 personnes. On ne s'est pas donné les moyens de développer. Donc là, ça y est, on a quelqu'un, on va se donner les moyens de développer. C'est le 3e marché français. Donc tu vois, tu as déjà le marché 2 et 3 où on n'est pas présent. Même si, pardon, tu disais, tes clients ils sont principalement parisiens. Mais ils achètent des actifs partout en France.
Et il faut quand même être présent localement, même si finalement tu sous-traites. Ah ouais. Oui, il faut du monde sur place Ok. pour gérer. Tu gères pas un immeuble à Marseille en étant présent à Nantes. Ou alors tu vends du vent à ton client et t'es pas honnête vis-à-vis de toi-même. Ok. Et puis le plus gros marché, c'est Paris, où on a aujourd'hui que 10 collaborateurs dédiés au property management, parce qu'on a 30 personnes sur Paris, mais dédiées à des contrats utilisateurs. Et là, sur Paris, on doit faire x3 au niveau des collaborateurs d'ici 2 à 3 ans maxi. Ok. Et donc ça, c'est le premier créneau de développement, tout simplement. Encore une fois, on a mené des actions de développement que depuis courant 2024, au bout de 7 ans. Et l'autre levier de croissance, ça va être les clients utilisateurs, où on commence juste à pénétrer le marché. Et donc on est en face de qui? Pour répondre à ta question, en France, le marché du property management, c'est à peu près une petite centaine d'entreprises. C'est entre 3 et 4 000 personnes qui travaillent dans ce domaine d'activité-là. C'est entre 350 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'est vraiment que sur de la presta intellectuelle, hein. C'est la marge brute. Donc, je dis souvent, on doit être 8e acteur, je pense, aujourd'hui français. Ça apporte pas grand-chose d'être 8e, hein, mais c'est un marché qui est extrêmement représenté par des boîtes anglo-saxonnes, donc des grandes entreprises internationales. Et aujourd'hui, des boîtes indépendantes, c'est dans la centaine d'entreprises qu'il y a un tiers des entreprises qui sont indépendantes. Dans les 10 premières boîtes françaises, il n'y a que 2 boîtes indépendantes. Donc, tu as un effet, comme dans beaucoup de métiers, de rassemblement, de consolidation par rachat, par croissance externe et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a peu d'indépendants, en fait. Ok. Toi, tu as envie de continuer le développement, rester indépendant. Ouais, intellectuellement, en fait, j'avais besoin déjà d'avoir une boîte mature d'un point de vue structurel. On y arrive. Ça, c'est magnifique. Enfin, on y arrive, 8 ans. C'est-à-dire qu'on peut enfin avoir un peu plus de sérénité, même s'il n'y a jamais rien d'acquis. Et comme je venais de dire, on commence juste à appuyer sur le bouton des développements. Donc on n'est qu'au début de l'histoire, et vu que j'ai toujours voulu structurer, aujourd'hui on est 85, on doit pouvoir monter à 150 sans trop de problèmes. C'est-à-dire sans révolutionner l'entreprise. On a tous les process, on a l'orga qu'il faut, et voilà. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi qui aime bien apprendre, j'ai refait il y a 2 ans, et j'ai fini en novembre là, seulement dernier, novembre 2024. J'ai refait un executive MBA à Audencia pendant 2 ans et demi sur deux promos pour justement structurer l'approche ESG, structurer les nouvelles méthodes de gouvernance des entreprises. Tu t'es remis en question. Ouais. En fait, tu as toujours besoin d'apprendre. Et c'est pour ça, tout à l'heure, est-ce qu'il y a des grandes satisfactions? Non, je vois surtout tout ce qui reste à faire. Mais ça fait du bien, en fait, de se remettre en cause par l'apprentissage, en fait. Ouais, c'est beau. C'est top. On va terminer là parce que tu as un rendez-vous qui t'attend, donc le business continue. Et merci beaucoup, Karl, pour l'échange. C'était très chouette. Merci de ta bienveillance, Maxime. Merci. On a appris plein de choses, donc merci beaucoup. Une dernière question. S'il y a quelqu'un à inviter, quelqu'un que tu recommanderais dans le monde de l'immobilier, est-ce que tu as quelqu'un en tête que je pourrais contacter de ta part? Alors attends, couper. J'y ai pensé. Voilà, je te recommande Walter Bouffet. Ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup, salut. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.